conférence table ronde mathématiques innovantes, réseau et structure dynamique, le 22 mai 2012 à Paris. Bon, il y aurait évidemment beaucoup de questions spécifiques sur les algèbres idempotentes, sur la relativité d'échelle, sur le concept de conscience, est-ce que c'est vraiment mathématisable? Mais voilà, nous avons 6 intervenants. Nous avons, je pense que c'était un lapsus, 1 heure de table ronde. Tu as dit 45 minutes, Laurence? C'est le temps qui reste. J'ai préparé une petite dizaine de questions. Ça fait environ 1 minute par personne et par question. Alors, bon, pour permettre à chacun de s'organiser, je vais d'emblée vous donner la liste de toutes mes questions, puis on pourra peut-être les reprendre une par une, et chacun des intervenants aura à cœur de privilégier les questions qui le touchent le plus, et ces questions ne seront pas forcément prises au pied de la lettre. Vous pouvez répondre à d'autres questions que celles qui sont posées, ou rebondir sur ce que disent les uns et les autres, mais pour rester dans la moyenne d'1 minute par personne, bon, vous pouvez aussi renvoyer bien sûr à vos articles, à vos ouvrages, etc. Et je rappelle que tout cela est filmé et pourra être bientôt consulté sur Internet, les vidéos, les documents, pour renvoyer plus loin. Alors, donc je vais vous donner la liste de mes questions pour que chacun puisse s'organiser et savoir quelles questions il voudra privilégier, puisque on pourra pas répondre à tout le monde ne pourra pas répondre à tout. La première question sur les réseaux, est-ce que ce terme désigne autre chose que des graphes, qui est une notion qui n'est pas tout à fait nouvelle, ou est-ce que c'est juste une nouvelle mode, ou est-ce que c'est un concept réellement profond? La notion de structure dynamique, pour décrire des changements, des transformations, des processus dynamiques, on a besoin de s'inscrire dans des structures stables, mais que se passe-t-il lorsque ces structures elles-mêmes deviennent dynamiques? Et ça a été cité à plusieurs reprises ce matin, c'est vrai que peut-être que les relativistes ont un peu d'avance sur ce type de questions, puisque c'est déjà le cas dans la relativité générale, où c'est la structure même de l'espace-temps qui est impactée par ce qui s'y passe. La place des catégories, alors là c'est un type de question différente selon que ce sont des catégoriciens ou des non-catégoriciens qui les considèrent. Pour les non-catégoriciens, est-ce que vous avez rencontré des catégories des foncteurs, des catégories grosses ou petites dans vos travaux? Est-ce que ça vous a été utile? Et pour les catégoriciens, comment voyez-vous les relations entre votre spécialité et les autres branches des mathématiques ou les applications? Un type de question qui pourrait être abordé aussi, ce sont les blocages. Quels sont les blocages mathématiques actuels auxquels vous êtes confrontés dans vos recherches? Qu'est-ce qui vous donne actuellement le plus de fil à retordre? Une question sur les pistes. Quels sont les concepts, les idées, les découvertes, les pistes qui vous semblent les plus prometteurs pour la recherche mathématique à venir et pour vos propres travaux? Et des questions concernant les autres, c'est pas forcément l'enfer, hein. Quels sont, dans les exposés des autres intervenants d'aujourd'hui, les idées qui vous interpellent ou qui vous intriguent le plus, et quelles sont les questions que vous auriez aimé poser aujourd'hui aux autres intervenants, même si les réponses devront venir peut-être plus tard, dans des discussions ultérieures. Et puis, enfin, les questions sur la transmission. Quelles notions mathématiques devrions-nous introduire ou réintroduire dans les programmes scolaires avant ou après le bac? Est-ce qu'il faut mettre la dérivée covariante au programme des prépas? Ça va pas être évident. Quel message voudriez-vous transmettre aux étudiants ici présents à propos de la recherche? Donc, première question, si vous voulez bien, les réseaux, est-ce que c'est juste une mode ou est-ce que c'est un concept réellement profond? Le dernier numéro de la recherche a fait un dossier spécial sur les réseaux. Il semble qu'on soit dans une certaine actualité. Pour rebondir sur ce type de questions. Si les questions ne vous disent rien, on passe à la suivante, il n'y a pas de problème. Bon, je vais commencer. Je pense que c'est, du point de vue informatique, le réseau il existe depuis longtemps. On s'y intéresse là dans d'autres domaines, notamment pour tout ce qui est réseaux sociaux, réseaux de contacts, de co-auteurs, etc. Donc dans la relation humaine, dans cette utilisation-là. Maintenant, dans votre question, vous parliez également de la utilisation avec des graphes. Donc le graphe est assez pratique pour modéliser un réseau, quel qu'il soit fixe. Mais dès lors qu'il y a de la dynamique, le graphe est plus trop adapté. Et donc on voit des graphes dynamiques qui sont modélisés par des séquences de graphes, ce qui est déjà pas si évident, parce qu'il faut se poser la question quand est-ce que je passe d'un graphe de graphie plus simple.
Et puis, donc il y a des techniques de type des evolving graph, par exemple, qui ont été proposées. Et du point de vue algorithmique, c'est pas complètement satisfaisant parce qu'il faut savoir si entre le graphe I et le graphe I plus 1, j'ai le temps de faire quelque chose. Et ce qui n'est pas si simple. Je vais prendre un exemple. Je reviens sur mes réseaux de véhicules. J'ai un véhicule qui apparaît dans mon voisinage. J'ai donc une arête de plus parce que je vais pouvoir communiquer. Il s'en va, l'arête casse. S'il fait ça extrêmement vite, de sorte que j'ai même pas le temps d'envoyer un seul message, est-ce que je dois considérer ce graphe qui m'a servi à rien? Et donc le passage du graphe I au graphe I plus 1 est lié à la capacité que j'ai à communiquer avec mon voisin et donc à utiliser ce graphe-là. Et donc ça impacte, enfin ça donne un lien entre le protocole sous-jacent, la technologie qui me permet ou non de le voir et de communiquer, et la modélisation à base de graphes. Et quand on modélise uniquement avec une séquence de graphes dynamiques, à l'instant T, à l'instant T plus 1, je ne sais pas si entre l'instant T et T plus 1, j'ai pu faire quelque chose. Et du coup, il faut redéfinir ces séquences de graphes en fonction de ce qu'on peut faire sur un lien. Et par exemple, ce qu'on explore, c'est se dire, bien, à partir de mon système, qui est toujours le même, je vais prendre toutes les évolutions possibles, toutes les arêtes possibles que l'on voit, ou bien je vais considérer uniquement les arêtes qui m'ont permis d'envoyer un message, ou 2, ou 3, ou 4, et finalement, du même système, le modéliser à base d'une famille de graphes dynamiques dans lesquels, pour les uns, on a pu faire un message par arête, pour les autres 2, 3, 4, est une autre façon de modéliser le système. Donc c'est pas forcément un graphe, c'est des choses un peu plus complexes qu'on explore, pour savoir si de ce système dynamique on peut faire des choses du point de vue calcul. Bon là j'ai répondu uniquement sur l'aspect informatique du problème. Oui, j'approuve tout ce qui vient d'être dit, déjà. J'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que nous avons présenté. Donc, tu as parlé de tes réseaux, je vais un peu parler des miens. C'est en fait un manque, et peut-être pour rebondir sur une des questions que tu as posées peut-être plus tard dans la liste, nos perspectives. Il y avait une troisième perspective que j'avais envie de présenter aujourd'hui, mais encore une fois, dans le cadre des 20 minutes, c'était un peu court. Il s'agissait de la prise en compte de la notion du temps dans MGS, et donc plus particulièrement par rapport à la question dans les réseaux. Et en fait, pour moi, la question le problème que tu poses, c'est-à-dire d'avoir une séquence d'éléments qui sont finalement pas liés les uns avec les autres, où on a du mal en fait à faire le lien avec les uns avec les autres, c'est également un problème qu'on se pose dans MGS, puisqu'on a des collections topologiques qui sont obtenues par des étapes de réécriture. Donc à chaque étape, on a une nouvelle collection, et cette collection nouvelle n'est pas forcément liée, enfin on n'a aucun lien entre cette nouvelle collection et la collection précédente. Du coup, c'est une perspective pour nous d'étudier ça, et notamment, on s'intéresse, je vais parler de deux domaines d'application dans lesquels on voit des perspectives où on voit des points d'approche pour ça. Alors c'est assez loin des réseaux. Le premier, c'est évidemment la biologie, qui est un des domaines privilégiés de MGS. Donc dans ce domaine, on voit par exemple dans le fait qu'une cellule se divise et donne deux filles, qu'il y a un lien de filiation entre les cellules, un lien qui pourrait combler ce vide dans la séquence de collection qu'on obtient par l'écriture. En fait, il s'avère que on pourrait considérer cela comme une nouvelle dimension dans le voisinage, c'est-à-dire un voisinage qui n'est pas purement spatial, mais un voisinage qui est à la fois spatial et temporel. Ça rejoint aussi la remarque que tu disais tout à l'heure sur le fait que peut-être que les physiciens avaient un coup d'avance. Et je pense qu'effectivement, ils ont un coup d'avance, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de pouvoir appliquer ces notions relativistes sur les transformations et voir est-ce qu'on peut finalement construire ou spécifier à l'aide d'une transformation une collection spatio-temporelle. Le deuxième point, là c'est pour faire un petit peu de pub pour avec les gens avec qui je travaille, qui sont Basel et Cam, où en fait on s'intéresse également à la notion du temps en musique. C'est-à-dire en musique, il y a un grand nombre d'espaces qui ont été développés pour représenter le temps qui s'écoule et le temps d'un instant. Et donc sur ces travaux, on essaye de mêler MGS à cela et de voir si on peut apporter quelque chose. Donc notamment, on a des travaux en cours sur l'utilisation des réseaux hexagonaux, qui peuvent être utilisés à la fois pour représenter
des accords, c'est-à-dire des sons qui sont émis dans un seul instant, avec un voisinage spatial, mais également pour représenter des marches d'accords, c'est-à-dire des évolutions des mélodies. Et là, on a un aspect qui est plutôt horizontal dans la musique qui se déroule. Donc voilà les deux types de domaines qu'on va chercher à attaquer pour répondre à ce type de questions. Alors, peut-être je peux intervenir là-dessus, puisque vous avez parlé de la relativité. C'est vrai qu'elle apporte une vue un petit peu différente, aussi bien de la dynamique, de la complexité, et de tous ces problèmes-là, parce que quand on regarde l'évolution de cette question historique, on s'aperçoit qu'initialement, eh bien, il y a eu l'introduction de la notion de force par Newton, donc de dynamique, et vu par Newton, ça avait l'air d'être absolu. Il y a vraiment une force, il y a vraiment quelque chose. Dans la suite de l'évolution, on voit qu'on passe à la notion de champ. Et le champ dérive d'un potentiel. Donc on a deux notions, la potentialité, puis le champ qui s'exprime à partir du moment où on va avoir une différence de potentiel. On voit que c'est différent. Une force, ça va être entre deux masses, entre deux charges, c'est local. Le champ, eh ben, on a une charge qui crée un champ, et le champ remplit tout l'espace. Et une autre charge va être soumise ou pas à ce champ. On voit qu'à partir du moment où on a un champ qui remplit tout l'espace, la voie est ouverte pour aller à la solution radicale einsteinienne, c'est l'espace lui-même. Pourquoi avoir un champ dans l'espace? Le champ, c'est l'espace lui-même. Et donc là, on a vraiment déjà un premier point de vue complètement global. Mais ceci n'est pas la seule chose. L'autre chose, c'est la relativité. Et lié à la relativité, ce qu'on pourrait appeler vacuité ou absence d'existence propre. Dans l'expression de la relativité par Galilée, il l'a exprimé en disant « Pour toutes les choses qui y participent, le mouvement est comme rien. Il est comme s'il n'existait pas. » Donc c'est l'absence d'existence intrinsèque des choses. C'est ça qui est mis en œuvre par l'équation des géodésiques que je vous ai montrée. Bien qu'on soit par exemple dans un mouvement gravitationnel avec toute la complexité de ces mouvements, dans le repère propre entraîné avec le mouvement, il n'y a plus rien. La même chose pour la mécanique quantique ou pour les champs de jauge. Dans le cadre de la relativité à échelle, si on se place dans un référentiel extrêmement complexe et de nature fractale, non différenciable, eh bien on voit apparaître les effets quantiques comme effet du changement de repère entre ce mouvement extrêmement complexe de la particule et l'appareil de mesure qui, lui, n'est pas quantique. Eh bien, en fait, qui a des propriétés quantiques et classiques. Eh bien, le point de vue de la relativité, c'est que la complexité n'existe pas du tout en soi, n'est pas du tout intrinsèque. La dynamique n'est pas du tout intrinsèque, c'est un pur effet du changement de repère. On voit à ce moment-là que ça implique un changement complet de méthode pour comprendre. Au lieu d'essayer de comprendre la chose en soi, eh bien, il faut essayer de comprendre comment on est passé de la chose à décrire à l'observateur extérieur. C'est la description du changement de repère qui doit être faite. La complexité se retrouve de toute façon. Elle se retrouve de toute façon, mais on peut la réduire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intrinsèque, cette complexité. Je prends justement, par exemple, un mouvement gravitationnel extrêmement complexe. Quand on regarde une planète, au niveau de son mouvement dans le ciel, on la voit partir comme ça, repartir. Mais en réalité, quand on décrit l'équation du mouvement de cette planète du point de vue d'elle-même, entraînée avec son propre mouvement, eh bien, elle est parfaitement en mouvement libre, uniforme, galiléen, inertiel. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien du point de vue, effectivement, de l'objet lui-même. Donc toute la pratique revient, effectivement, à décrire des changements de repères de plus en plus complexes. Et on peut voir l'évolution du principe de relativité et des théories de la relativité comme une évolution de la complexification des changements de repères, en fait. Et je voulais poser une question, justement, sur un autre sujet qui est la conscience, parce qu'il me semble que dans ce cas-là aussi, peut-être, bon, c'est pas un sujet que je connais, mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'appliquer dans ces sciences et dans d'autres, cette démarche einsteinienne qui s'est mise à faire la différence entre les objets et l'espace dans lesquels les objets sont plongés. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait juste les objets, et puis avec Einstein, on s'est retrouvé avec une description du contenant et du contenu, les deux ensemble. Et au niveau de la conscience, j'ai l'impression, mais peut-être que je peux me tromper, qu'il y a des objets de conscience, et puis qu'il y a un potentiel de conscience, un champ de conscience, et un espace. Que fondamentalement, il y a une potentialité de conscience qui est plutôt de la nature d'un espace, et que dans cet espace apparaissent les objets de conscience.
est-ce qu'en réalité, toute description de type neuronal ou autre qui effectivement est nécessaire ne va pas être une description plus des objets de conscience que de la conscience elle-même? C'est une question. Je pense que du point de vue de la conscience, justement, l'idée, c'est que le paysage global correspondrait un peu à cet espace, à l'espace lui-même, et des opérations qui s'y font à l'intérieur représenteraient des objets de conscience. Donc, il y a effectivement les deux. D'une façon générale, dans les systèmes évolutifs à mémoire, qui sont un peu plus généraux, enfin, qui sont vraiment pour un modèle général de système complexe, il y a toujours à tenir compte à la fois de la dynamique locale qui est relative à des différents co-régulateurs, c'est-à-dire relativement locale, et puis, et ça, cette dynamique est relativement facile à modéliser, et puis il y a le problème que toutes ces dynamiques qui ont des temporalités différentes en plus chacune, doivent être réunies d'une certaine façon dans la dynamique globale. Et c'est là où intervient ce que j'ai appelé le jeu entre les co-régulateurs, et c'est ça le vrai problème. Les questions posent le problème la question des nouveaux problèmes à étudier, et ça, ce serait l'un des problèmes. Enfin, pour moi, c'est le problème essentiel si on veut comprendre les sciences complexes. Il m'a semblé que René voulait réagir peut-être sur ce point aussi. Vous avez commencé, maintenant ça me donne quelques idées pour répondre. J'avais une petite question de détail pour Laurent Notal. Parce que c'est un point que moi j'ai jamais réussi à vraiment penser. Quand on dit que le champ c'est l'espace, comment on arrive à définir mathématiquement le champ autrement que à la forme ancienne, c'est-à-dire comme une fonction sur l'espace? Après, La réponse, c'est tout simplement la relation. Quand on regarde la définition de l'espace-temps chez Einstein, ce qui décrit l'espace-temps, c'est la métrique. Qu'est-ce que c'est la métrique? C'est tout simplement la relation de Pythagore, qui est généralisée. La relation de Pythagore dans un espace euclidien, on fait un triangle, C2 égale à 2 plus B2. Relation de Pythagore chez Einstein, ça va être pareil dans l'espace-temps, donc on va avoir ds2 égale G00, dt2, plus etc., dx, dt, on va avoir des termes croisés, mais les coefficients qui interviennent dans cette relation, au lieu d'être tous égaux à 1 dans la relation euclidienne, ou à plus ou moins 1 dans la relation minkowskienne, vont devenir des fonctions, et ces fonctions sont dépendantes de x, y, z, les coordonnées spatio-temporelles. Donc on a toujours des coordonnées spatio-temporelles. On a toujours des coordonnées spatio-temporelles, mais ces coordonnées ne sont plus que des coordonnées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'absolu là-dedans, ça dépend complètement c'est purement... ce sont des coordonnées. Ils sont attachés à une espèce de repère mobile général. Ce qui permet de revenir à une vraie mesure, c'est l'invariant. C'est ds qui va donner le temps propre. Et là, c'est le temps donné par la montre que j'emmène avec moi. Mais sinon, toutes les coordonnées spatiales et temporelles n'ont plus de valeur directe ou absolue. Et ce sont ces coefficients, ces G00, enfin GR, etc., les coefficients de métrique qui vont jouer le rôle du potentiel. Et donc, ensuite, le champ va être la dérivée de ces grandeurs. Mais ces coefficients, c'est tout simplement une relation. Ça veut dire que l'espace-temps, c'est la description du niveau interrelationnel entre les objets. C'est assez intéressant de voir que, on voit bien que c'est une relation universelle. Je prends la relation de Pythagore, elle est vraie quel que soit le triangle que j'ai tracé. Pour tracer mon triangle, j'ai besoin de mettre des objets. Donc je vais mettre un point ici, un point là, par exemple un iPhone, je ne sais pas quoi. On voit bien que j'aurai la même relation de Pythagore en changeant les objets. Maintenant, si je ne mets pas d'objet, je n'aurai pas de relation de Pythagore. Donc on a tout de même quelque chose qui s'appuie sur les objets en étant indépendant des objets à un certain niveau. C'est vraiment un niveau purement relationnel. C'est ça l'espace-temps. Si dans cette question-réponse entre René Guittard et Laurent Notal, au départ, il y a comme un quiproquo, mais qui est justement très intéressant, c'est que le curseur entre structure et contenu
peut être placé à différents niveaux. Qu'est-ce qui fait partie de la structure, par exemple ici la métrique, qu'est-ce qui fait partie du contenu ou des fonctions définies sur un type d'espace. Donc on a bien un certain type d'espace au départ. Et ce qui est très frappant dans les différentes interventions, par exemple dans l'exposé de Madame Eressmann, c'est que justement il y a une espèce de millefeuille de concret et d'abstrait et d'intrication de structure et de contenu. Le plus concret du psychique est rempli d'abstraction, des niveaux d'abstraction. Oui, c'est un point important de réaliser que l'espace-temps n'est pas une substance. Certains philosophes ou autres ont essayé de comprendre ça en disant c'est comme une substance, comme un milieu, comme de l'eau. C'est pas du tout ça. Effectivement, c'est abstrait en réalité. C'est abstrait, on pourrait dire que c'est cognitif, quelque part. Dans le cas de la mécanique quantique, c'est encore plus clair. La fonction d'onde donne une probabilité de présence. Donc c'est une fonction cognitive par construction, c'est une connaissance qu'on a sur le système. Donc quand on change la connaissance qu'on a sur un système, on sait que ça change la fonction d'onde, ça n'implique pas forcément que la conscience de l'observateur soit apparue en tant que telle. C'est tout simplement que la fonction avec laquelle on travaille est une fonction cognitive par construction. Donc on a effectivement beaucoup d'abstrait, de virtualité dans la physique la plus concrète. Et chaque phrase ouvre un débat. Donc alors René, tu voulais... Oui, alors je voulais maintenant peut-être répondre à la question sur les catégories, les réseaux. Il me semble que, en fait, la théorie des catégories s'appelle théorie des catégories par l'effet d'un accident historique, parce que ça a commencé par des catégories de structure, mais on pourrait presque aussi bien l'appeler naturellement théorie des réseaux. C'est un peu exagéré peut-être, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en réalité, c'est la base même du commencement du travail avec la théorie des catégories que ce qu'on appelle le lemme de Yoneda. Et le lemme de Yoneda, c'est quelque chose qui nous dit que quand on a une catégorie, eh bien en fait un objet n'a de sens et de fonction que par sa relation abstraite avec les autres objets dans la catégorie. C'est-à-dire que même si on l'a construit concrètement, par exemple un groupe, dans la théorie des groupes, etc., eh bien en réalité, une fois qu'on l'a construit, on peut complètement oublier comment il a été construit. La seule chose qui compte, c'est cet objet comme point de croisement dans la catégorie elle-même. C'est-à-dire comme précisément nœud dans un réseau. Nœud dans le réseau des relations aux autres. Voilà. Et du coup, l'objet, effectivement, c'est pour ça que je voulais avoir la réponse de Laurent, l'objet d'une catégorie, pas seulement le graphe, par rapport à ce que disait notre camarade, effectivement, s'il n'y avait que le graphe, ce ne serait pas suffisant. André a montré que, pour les neurones à la graphe, les neurones, il faut engendrer des chemins, mais dans une catégorie quelconque, il y a une composition des flèches, c'est-à-dire une règle de réécriture, un chemin qui serait écrit de manière plus simple. Donc une espèce de comparaison entre les compositions de changement de repères, si vous voulez. Donc c'est une sorte de deuxième dimension. Et ça, c'est certainement Albert qui pourrait en parler très, très brillamment. Alors justement, on va pouvoir passer le micro à Albert. Et je vais peut-être préciser, il a une question. Il se trouve que Laurence Honorat a fait une interview qui a été filmée, qu'on peut trouver sur Internet, de Jean-Marie Souriau, peu de temps avant sa disparition récente, et donc quelqu'un de très important, en particulier pour la mécanique, même si nous parlons d'énormément de choses, je n'oublie pas que nous sommes dans une école de mécanique. Et Jean-Marie Souriau, qui travaille beaucoup avec les groupes, ce qui est assez logique, Laurence lui a posé la question des catégories, et puis il a dit oh bah les catégories, ça sert pas à grand chose, ça permet de mettre un peu d'ordre, d'avoir une vision un petit peu globale, mais ça sert pas à grand chose. Or, il me semble que dans cette réponse de Jean-Marie Souriau, il avait à l'esprit surtout les grosses catégories, qui sont très importantes, mais justement, Albert, je l'ai présenté tout à l'heure en disant que c'était un grand spécialiste des petites catégories. Alors, voilà, les catégories. Stéphane est gentil, je vais dire plutôt que j'étais un petit catégoricien. Parce que je m'intéressais aux petites catégories. Mais justement, il n'y a pas de coupure entre les petites et les grandes à cause du lemme de Yoneda. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans la technique de tout ça. Je voulais simplement dire une chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit René. Une catégorie de structure, c'est vraiment un réseau.
Et c'est vraiment comme un champ, c'est-à-dire ce qui compte, c'est les relations entre les objets. Chaque objet n'existe que par les autres. Je suis tout à fait d'accord. Il faut voir, dans un graphe, l'élément fondamental, c'est la flèche. Une flèche va d'un point vers un autre. Et c'est vraiment l'idée de base de la dynamique. Parce qu'une flèche, c'est à la fois aller d'un point vers c'est spatial, on va d'un point vers un autre, mais c'est aussi temporel. Et c'est cet aspect temporel qui est lié avec la dynamique. Parce que si on va d'un instant à un autre, c'est un mouvement. Le mouvement ne s'arrête pas brusquement, c'est une pensée. Et la composition dans les catégories, c'est vraiment quelque chose qui exprime la temporalité en même temps que la spatialité. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que je suis plutôt mathématicien, et par exemple tout à l'heure, quand on m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un réseau, et qu'on a expliqué ça en disant que c'était en s'appuyant sur la notion de graphe, je me suis demandé qu'est-ce que c'était qu'un réseau, qu'est-ce que c'est qu'un graphe, et comme les mathématiciens, j'ai pas d'avis particulier sur ces mots de la langue française. J'ai des définitions précises, et j'ai pas de compétences sur des mots qui n'ont pas de définition précise. Voilà. C'est pas une forme de mépris là. Je dis que ma compétence ne peut pas s'exercer sur des mots qui sortent des mathématiques. Voilà. Les mots réseau, les mots graphe ont un sens mathématique. Sur cela, je peux dire des choses, mais quand il s'agit d'application, je suis un petit peu perdu. Alors, trois catégoriciens viennent de s'exprimer et peuvent le faire encore. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit de Souriau, qui a utilisé des groupes. Mais en fait, Souriau, il fait de la géométrie différentielle, essentiellement. Et dans la géométrie différentielle, en fait, les catégories interviennent, enfin, c'est ce que Charles Ehresmann a montré il y a très longtemps, par l'intermédiaire des groupoïdes, qui sont des catégories dont tout élément est inversible. Et Souriau a beaucoup utilisé, sans l'utiliser peut-être le mot encore, que je crois qu'il l'utilise quelquefois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a tout le temps utilisé des groupoïdes, puisque tout espace fibré, et les espaces fibrés sont à la base géométrie différentielle, peut être défini comme un groupoïde d'opérateurs sur un ensemble. Voilà. Alors, donc, je vais me tourner vers les non-catégoriciens. Bon, vous l'aurez compris, je tiens, c'est comme ça à chaque fois, à ce que les catégories soient présentes dans ces journées. Mais présentes, ça ne veut pas dire omniprésentes. Et je me souviens que Jean Benabou m'a dit un jour qu'il y a quelque chose qui a fait beaucoup de tort à la théorie des catégories, c'est qu'à certaines époques, il y a des gens qui sont arrivés en disant « Voilà, les catégories, c'est la réponse à tous vos problèmes », ce qui est absurde. Et disons, ça crée des problèmes, ce qui est une solution à certains problèmes, puisque c'est aussi éventuellement un problème que de ne pas en avoir. Et donc, bien sûr, les catégories ne sont pas la panacée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de panacée universelle, mais alors, vers les non-spécialistes des catégories, est-ce que ça vous paraît utile ou pas du tout? Est-ce que vous avez rencontré des foncteurs? Est-ce que ça joue d'une manière ou d'une autre un rôle dans votre travail? Ok. Comment répondre à ça? Oui, enfin, évidemment, on en rencontre toujours de près ou de loin, notamment nous, comme on parle de réécriture et qu'on a des extensions, d'avoir des extensions de graphes. Évidemment, on est toujours confronté à la question de la réécriture de graphes qui, essentiellement, est formalisée par l'école allemande par des doubles push-out, ce genre de choses, qui arrivent et qui nous montrent que les graphes se transforment. Donc c'est, on le retrouve là. Moi, je trouve intéressant cette théorie. J'ai du mal, exactement, de façon opposée à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai du mal à y rentrer, parce que je ne suis pas expert là-dedans, donc j'ai du mal forcément à m'y retrouver. Néanmoins, j'aime les idées qui en sortent, notamment l'idée que tu as représentée sur la complexification, et j'ai trouvé
grâce à la présentation catégorique, claire la présentation. J'ai trouvé qu'elle était claire grâce à ça. Donc quelque part, ça me... Voilà mon rapport à ça. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse, par exemple, dans MGS, notamment dans la réécriture de graphes, c'est pas de regarder, vu qu'on a un langage de simulation, c'est pas de regarder les propriétés des compositions de réécriture ou des enchaînements de réécriture ou des chemins, de morphismes qui apparaissent, mais c'est plutôt de regarder comment le graphe se transforme lui-même afin d'en faire une représentation. Donc en fait, c'est la construction du graphe, donc c'est justement ne plus voir l'objet comme un symbole abstrait, mais vraiment rentrer dedans pour regarder et pour retrouver son sens. Donc je sais bien que les catégories permettent, par les propriétés extérieures, comme un point de croisement, de retrouver certaines propriétés, mais en regardant aussi à l'intérieur, on a un autre point de vue sur les mécanismes qui s'y passent. Voilà. Alors je ne suis pas un spécialiste des catégories, je n'en ai pas encore utilisé. Je voulais juste dire quand même que quand on utilise ce genre de formalisme, il y a une étape importante qui est, étant donné une situation très concrète, comment je la modélise, puis ensuite, quel que soit le modèle, il y a un travail dans le modèle. Et c'est ce travail de modélisation d'une science expérimentale n'est pas simple, et souvent le modèle va gommer quelques petites choses. Et bon, je vais parler de ce que je connais. Qui cache quoi le modèle? Le modèle en fait va intervenir comme une simplification de la réalité et donc en complément de ces réflexions sur les catégories, je pense que c'est important de garder à l'esprit que partant d'une réalité qu'on a du mal à appréhender, et du point de vue informatique, la question c'est qu'est-ce que je peux en faire, sinon pas une... Il y a aussi un travail de description de cette structure, mais ensuite, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux l'exploiter? Est-ce que je peux en faire un calcul, un raisonnement? Est-ce qu'une conscience émerge, des choses comme ça? Ma question était précise. Quand tu dis cache, le modèle cache quelque chose. Ouais. Quel genre de choses il cache? Alors, il peut cacher plein de choses. Par exemple, il cache des choses de la réalité? Oui, de la réalité. D'accord. Parce que je pense qu'il peut aussi cacher quelque chose de l'abstraction. J'en parlerai cet après-midi. Non, je parlais de la réalité. Du point de vue informatique, ça va être est-ce que les nœuds de mon système qui sont en relation travaillent ensemble? J'ai vu que Mme Erasman parlait de neurones synchrones. Est-ce que réellement ils le sont? Est-ce qu'ils ont les mêmes capacités? Est-ce qu'ils vont communiquer de façon instantanée, lisant la mémoire des voisins, c'est-à-dire lisant les données, ou est-ce que cet acheminement de l'information va prendre un certain temps et donc va pouvoir être perturbé? Est-ce que je vais avoir plusieurs informations dans ce canal de communication entre deux nœuds? Toutes ces choses-là, du coup, si j'en ai plusieurs, peut-être que je vais en perdre une, peut-être qu'elles vont s'inverser. Est-ce que ça va perturber? Bref, généralement, en informatique, on va simplifier les choses et on a des strates de modèles du plus terre à terre, duquel j'ai du mal à extraire des choses, au plus simplifié, dans lequel je raisonne bien. Mais après, les applications sont plus délicates à appliquer. Bon, je crois que ce sont des généralités. Je voulais juste, en complément de cette discussion sur la modélisation, compléter avec ce point-là. Laurent, sur les catégories Sur les catégories, c'est un sujet que je connais très bien. Par contre, je pourrais rebondir sur ce qui a été dit sur la question de la théorie des groupes, qui joue un rôle fondamental en physique, mais souvent il y a eu tendance à dire que c'est un groupe a priori. Alors qu'en fait, on nous a parlé de semi-groupe ce matin, et je pense qu'en revenant au principe premier, on peut vraiment réussir à fonder le fait d'utiliser un semi-groupe comme un groupe plutôt que de le poser comme un a priori ou comme un postulat. Un bon exemple de ça, c'est une démonstration qu'on peut faire de la transformation de Lorentz, comme la transformation relativiste linéaire la plus générale possible. Et là, on peut vraiment voir tout ce développement depuis le principe de relativité vers le principe de covariance, vers la solution mathématique. Comment ça se passe? Principe de relativité, les lois de la nature doivent être valides quel que soit l'état du système de coordonnées. Donc par exemple, on va acheter coordonnées. Traduction de la covariance, ça veut dire que maintenant, dans une transformation explicite de changement de système de coordonnées, mes lois de transformation doivent garder la même forme. Alors là, il y a une astuce qu'on peut faire, c'est se dire, parmi ces lois de transformation, la principale,
c'est la loi, parmi ces lois de la nature, disons, ces équations de la physique, la principale, c'est les lois de transformation elles-mêmes. Donc on va appliquer le principe de relativité à lui-même, d'une certaine manière. Eh bien, et là, ça va devenir mathématique. Je vais imposer, je vais écrire la loi de transformation dans un changement de repère, en changeant la vitesse, et imposer que la forme dans le repère K, dans le repère K', dans le repère K secondes, donc en passant de K à K secondes, puis de K secondes à K, de K' à K secondes, soit la même que le fait de passer de K à K secondes. Et bien sur ce seul énoncé, on peut à ce moment-là montrer qu'on verra apparaître en fait des lois génériques d'un groupe, en particulier la loi de composition interne. Ça va se traduire mathématiquement, cet énoncé d'invariance de forme d'équation par une loi de composition interne. Eh bien, en fait, on n'a pas besoin de rajouter l'élément neutre, on n'a pas besoin de rajouter l'élément symétrique. Mais par contre, il faut rajouter quelque chose d'essentiel, du point de vue toujours de la relativité, c'est l'invariance par réflexion. C'est pas la même chose que l'élément symétrique. L'invariance par réflexion, du point de vue de la physique, ça veut dire, j'ai défini un axe des X, par exemple, dans cette direction, eh bien, le fait de choisir l'axe des X orienté comme ça ou orienté dans l'autre sens, c'est un choix humain qui ne doit avoir aucun effet physique. Et ça, c'est l'invariance par réflexion. Eh bien, c'est uniquement à partir de ces deux axiomes, loi de composition interne et invariance par réflexion, que vous pouvez démontrer la loi de transformation de Lorentz, qui n'a pas été trouvée par Lorentz d'ailleurs, a été trouvée par Poincaré. C'est Poincaré qui l'a nommé transformation de Lorentz en l'honneur de Lorentz. Il faut se souvenir de ça. Donc c'est un aparté. Mais à l'arrivée, on obtient la loi de transformation de Lorentz sans du tout faire l'hypothèse de l'invariance de la vitesse de la lumière, ou de la vitesse de n'importe quelle particule de masse nulle dans le vide. Et la vitesse c apparaît comme constante d'intégration dans cette démonstration. Donc c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que la relativité ne repose plus du tout aujourd'hui sur des expériences, sur l'expérience de Michelson-Morley ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui peut être démontré à partir d'un principe premier qui devient principe physique, qui devient principe mathématique. Alors il nous reste une dizaine de minutes. Je vais peut-être redire quelles étaient les dernières questions, et chacun pourra rebondir comme il l'entend là-dessus ou sur autre chose. Vos blocages mathématiques actuels, les uns et les autres, les pistes qui vous semblent les plus prometteuses, ce qui vous a intrigué ou ce qui va vous intriguer cet après-midi dans les interventions des uns et des autres, et les questions qu'éventuellement vous auriez aimé poser, et puis la question de la transmission. Qu'est-ce qu'on doit, à votre avis, absolument, je posais la question de manière un peu différente que d'habitude, qu'est-ce qu'on doit absolument retirer des programmes scolaires ? Et éventuellement, qu'est-ce qu'on devrait ajouter ? Personnellement, ça aussi, ceux qui me connaissent le savent depuis longtemps, je dis qu'il faudrait introduire la théorie des catégories, disons, à partir de la dernière section de maternelle. Mais... Comment t'écris maths ? Maths sup, maternelle supérieure. Ouais. Et sa réfutation aussi. Et sa réfutation. La réfutation de ? Introduire la logique catégorique à partir de la maternelle et en même temps sa réfutation. Ah, on y pensera alors. Pour D'accord. compléter le système. Merci. Je voudrais peut-être énoncer une question à laquelle je m'attache en ce moment, c'est un bon endroit pour en parler, c'est la question de relativité de logique. C'est-à-dire que j'avais entendu un exposé de Laurent Notal chez Charles Lavigny il y a quelques années. Ça m'a beaucoup séduit. Et puis je m'étais dit, mais il y avait la relativité du mouvement, la relativité de l'échelle, et pourquoi pas des relativités plus profondes, et notamment la relativité de logique. Et c'est-à-dire que justement, dans le fil de tout ce qu'on vient d'évoquer, ça voudrait dire qu'il y aurait des espèces de logique locale, des changements de repères logiques, etc. Voilà. Et c'est à partir donc de cet exposé que j'avais entendu de Notal que je me suis posé cette question de définir en quelque sorte des logical manifolds ou des variétés logiques dans ce sens-là, avec des repères, etc. Donc c'est une des choses dont je vais essayer de parler un peu cet après-midi, mais ça vient de là. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que dans l'échange un peu transdisciplinaire, les idées, alors pour moi, parce qu'elles sont catégorisables, parce que je peux les penser avec la pensée catégoricienne, je peux les transporter, les mettre dans d'autres champs, et éventuellement les redévelopper de manière très concrète aussi, mais ça passe par l'espèce d'abstraction catégorique.
Et la logique, du coup, devient un outil plus souple pour l'étude des réseaux. Juste un petit mot. Une question complémentaire. Est-ce que la logique peut dépendre du monde physique dans lequel on est? C'est une question de relativité. D'une manière générale, j'ai l'impression qu'on ne peut absolument rien définir, rien conceptualiser sans référence. Et bon, c'est ça le point de vue de la relativité très très général. Il y a toujours un système de référence. Dans le cas de la physique, c'est des systèmes de coordonnées. Donc là, il y a des mesures, etc. Mais je pense que ça peut être généralisé et vraiment considérer que chaque fois qu'un concept apparaît, quelle est sa référence? Aucun concept n'apparaît comme ça de manière absolue. Absolu, ça voudrait dire n'être défini que par rapport à lui-même. Par rapport à soi-même, il n'y a rien. Je veux dire, dans le mouvement, pas de mouvement, dans la couleur, pas de couleur. Dès que je me mets à l'intérieur de quelque chose, la chose disparaît. C'est ça le grand aspect de la relativité. Du point de vue de la logique, je crois que la logique n'a rien d'absolu non plus. Dans l'Inde ancienne, il y a 2000 ans, il y a un grand philosophe qui s'appelle Nagarjuna, qui travaillait dans une logique qui s'appelle les tétralèmes. Au lieu d'avoir le tiers exclu, une chose peut être, ne pas être, ne pas être, ou ni être, ni non être. Et d'ailleurs, à l'arrivée, Nagarjuna réfutait les quatre. Et donc, alors ça paraît bizarre, comment une chose peut être et ne pas être à la fois, mais c'est très simple. La relativité donne des exemples de ça tout le temps. Prenons le mouvement. Est-ce que ce qu'on appelle mouvement, c'est quand ça bouge, ce qu'on appelle non-mouvement, c'est quand c'est au repos. On se croit tous au mouvement. En mouvement maintenant, c'est totalement faux et vrai à la fois. Je suis bien en repos par rapport à la Terre, il faut mettre la référence à Terre. Au même moment, je suis entraîné avec la Terre dans une vitesse de 30 km par seconde autour du Soleil. Nous sommes en train de foncer à 30 km par seconde autour du Soleil, à 250 km par seconde autour du centre de la galaxie, à 600 km par seconde à la grand attracteur, etc., etc. Par rapport à des galaxies lointaines, on va à la vitesse de la lumière. Presque. Donc, oui, presque. Oui, ou plus, en fait. Ça dépend. Parce qu'on est en relativité générale, on peut même... Ah bon. Oui, tout à fait ça. Donc on voit bien qu'on est en mouvement, on n'est pas en mouvement, on est et en mouvement et non en mouvement, puisque si je dis qu'on n'est pas en mouvement, je peux trouver un repère où on est en mouvement. Si je dis qu'on est en mouvement, je peux trouver un repère où on n'est pas, etc., etc. Donc si on fait des énoncés comme ça sans spécifier la référence, eh bien on a les quatre possibilités et elles sont toutes réfutées. Ah oui, mais un repère étant donné, on n'est plus, a priori, absolument, dans la possibilité de tenir un propos et son contraire, ou ça c'est pour la non-contradiction, ou bon, mais d'un autre côté, c'est vrai que la logique, c'est aussi un aspect, il y a des logiciens dans la salle, la logique actuelle ouvre aussi, et notamment en relation avec l'informatique, parce que les logiques qui sont constructives, sur le non-contradictoire, c'est peut-être un peu plus compliqué avec le concept de potos dual de celui des topos, mais enfin, au moins sur le tiers exclu, on peut dire qu'il n'occupe plus, et depuis assez longtemps, la place centrale qu'on aurait pu penser. Mais ça aurait peut-être été difficile de construire tout ça si on avait commencé d'emblée par se mettre dans la logique de... Je pense que c'est vraiment un point essentiel que tu soulèves, parce que c'est vraiment la différence entre la relativité et le relativisme. Des fois, la relativité a été exprimée en disant tout est relatif. Ça n'a absolument aucun sens. Parce que les énoncés de relativité sont des relativités très précis. La relativité, c'est plutôt ceci est relatif à cela. Mais pas tout est relatif. Parce que là, dans tout est relatif, on ne la voit pas, la référence. Alors tout est là. Définons la référence. Est-ce que vous voulez qu'on prenne les 5 dernières minutes pour donner un peu la parole à la salle ou alors, oui. Alors, simplement, pour les questions, je vous serais reconnaissant de les poser assez courtes et à haute et forte voix pour que les personnes qui sont au fond puissent entendre les questions, à moins qu'on fasse passer un micro. Parce que je sais que pour les questions qui sont, pour ce qui est dit sans micro, au fond, on n'entend pas. On prend l'option, voilà. Alors on a 5 minutes de questions et 3 minutes de réponses. J'aimerais faire une petite remarque historique concernant justement les catégories. Les premiers philosophes qui ont mis en cause les catégories, parce que finalement le mouvement explose la notion de la catégorie, c'est les philosophes indiens et les philosophes ioniens, particulièrement Héraclite.
c'est le premier qui a mis en cause le principe de contradiction qui est incompatible avec le mouvement lui-même. Donc il y a quand même une tradition on peut dire que les premières vibrations philosophiques, ils étaient des vibrations qui mettaient en cause justement les catégories. Après, oui, je ne sais pas si c'est les catégories dans le même sens. Je me permets de vous interrompre parce qu'on ne va pas avoir le temps pour des remarques, mais uniquement pour des questions. Bon, je voulais juste ça parce qu'il fallait quand même situer le problème dans un contexte historique. C'est peut-être pas les mêmes catégories. Merci. Je voulais poser une question à Laurent Notal. Alors, à l'échelle de... Vous avez posé la question naturellement au niveau astrophysique. Les cosmologistes voient apparaître le retour du refoulé, l'espace euclidien. Pour les mathématiciens, l'espace euclidien existe. Espace vectoriel, mise en produit scalaire. Bon, pour un mathématicien, ça existe, ça travaille. Là-dessus, ce sont des idéalités. Mais pour les cosmologistes, il y a un retour de ce refoulé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut peut-être prendre d'abord les différentes questions, s'il y en a d'autres? Et puis, allez, Jean-Louis, oui, et puis répondre après, parce que sinon, comme ça, chacun peut choisir ce à quoi il ne va pas répondre. Oui. Il me semble qu'un des thèmes qui a été abordé à travers les différentes questions, c'est cette idée, pas dire relatif, mais soit une conception newtonienne, soit une conception leibnizienne de l'espace. Est-ce que l'espace est donné a priori? Il y a une discussion entre est-ce qu'un système de coordonnées ou de référence est donné a priori ou se crée par les objets qui sont présents là, et ça ne me semble pas, les discussions n'ont pas été claires, tandis que les réseaux seraient plutôt du côté leibnizien où je n'existe que parce que je suis une position par rapport à mes autres. Donc est-ce que la théorie des catégories apporte des outils pour réfléchir à distinguer ces deux approches de l'espace? Est-ce que ça donne des outils différents, et est-ce que ça nous permet peut-être d'aborder d'autres applications? Est-ce que, par exemple, l'espace plutôt donné a priori newtonien serait celui des objets de la physique, alors que celui des objets mentaux ou sociologiques serait plus relationnel? Il y avait encore... Cette question, si, on peut prendre encore des questions, mais simplement on ne pourra pas prendre les réponses. Ouais. Mais je propose qu'on prenne quand même encore 2 ou 3 questions brèves, et puis effectivement les questions auront été posées, et voilà. Je voudrais juste poser une question, parce qu'on a parlé beaucoup d'espace, espace-temps, et je voudrais juste prendre l'exemple des malades schizophrènes et de la perception de soi chez les malades schizophrènes. Et ce qu'on voit chez les malades schizophrènes, c'est juste donner un exemple pour essayer de réfléchir ensemble sur cette question. La connectivité, donc l'accrochage entre des neurones qui se trouvent dans des régions du langage de Heschel et de Broca, ces 2 régions cérébrales qui participent au langage. Cet accrochage, quand c'est moi qui parle, l'accrochage se fait à peu près en 10 millisecondes entre ces 2 régions-là. Donc c'est une notion temporelle entre ces 2 régions qui est une notion d'accrochage. Et cet accrochage-là fait que la voix provient de moi, j'ai la perception de moi. Chez les schizophrènes, cet accrochage se fait en 100 millisecondes. En 100 millisecondes, quand c'est vous qui causiez tout à l'heure, mon accrochage à moi se faisait en 100 millisecondes. Et ça me donnait la perception que c'est vous qui parliez et non pas c'est moi qui parle. Donc dans la notion de la dynamique, il y a la perception de soi. Alors j'aimerais savoir si la loi d'échelle qui a été mentionnée dans la relativité, où il y a eu une notion de conscience qui a un accrochage d'émergence de la conscience via les modèles, ou les modèles que vous avez proposés permettent justement de réfléchir sur ces questions. Est-ce c'est l'espace? Est-ce le temps? Est-ce une notion de catégorie, etc. On prend encore 2 questions. Une question de... Voilà, moi je vais essayer d'être assez court, c'est une question de physicien en fait. On a parlé de relativité d'échelle tout à l'heure, et j'aurais souhaité savoir comment ça s'articulait, ou si ça pouvait s'articuler, si ça posait des problèmes par rapport à la vision d'Everett de la mécanique quantique. C'est-à-dire que quand il y a une certaine probabilité que quelque chose arrive pas, par exemple le chat de Schrödinger,
Je pense que tout le monde a entendu parler d'expérience. La Everett dit en fait, il y a deux mondes qui surgissent. Il y en a un dans lequel le chat va être mort et il y en a un dans lequel le chat va être vivant. Mais dans les deux cas, il retombe sur ses pattes et sur certaines de ses pattes. Eh bien, écoutez, je crois que on va devoir s'arrêter. Tout le monde peut discuter pendant le déjeuner et donc je propose qu'on reste avec les questions. Hein, voilà, sans réponse immédiate, mais prenez contact, poursuivez les discussions, consultez les documents qui sont mis à votre disposition, créez des réseaux, voilà, à suivre. Merci.